J'ai entendu mon gendre murmurer dans le noir, à 2 heures du matin, des mots qui m'ont glacé le sang jusqu'aux os. Aspire maintenant, pousse plus profond, il faut aller au fond. Ces mots-là, ma chérie, ils sortaient de la salle de bain pendant que ma fille dormait à quelques mètres de là, épuisée après une longue journée à l'école. Mon cœur de grand-mère s'est arrêté. J'ai cru que Gaspard, ce carpintero fort et fiable que ma Sylvie avait épousé, ce père aimant qui construisait des meubles avec ses mains calleuses, était en train de la trahir sous notre propre toit. J'ai cru que j'allais devoir choisir entre protéger ma fille et détruire notre famille. Mais ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi était bien plus terrible qu'une simple infidélité. C'était une question de vie ou de mort, et le silence obstiné d'un homme trop fier pour demander de l'aide était en train de le tuer lentement, empoisonnant tout ce que nous aimions. Je m'appelle Apolline Deschamps. J'ai 72 ans et je vis dans une vieille ferme près de Saint-Cirque-la-Popie, dans le Lot. Je suis la grand-mère que vous croisez au marché du dimanche, celle qui achète trop de légumes et qui sourit poliment aux voisins. Pendant 40 ans, j'ai travaillé comme aide-soignante à l'hôpital départemental, changeant des pansements, tenant la main de ceux qui souffraient, apprenant à lire dans les silences ce que les gens refusaient de dire à voix haute. Depuis que mon Henri est parti il y a 5 ans, je vis avec ma fille Sylvie, son mari Gaspard, et leur petite Clémence. Nous sommes une famille ordinaire, avec nos joies simples et nos peines cachées. Du moins, c'est ce que je croyais avant cette nuit-là. Je vais te raconter comment j'ai failli perdre mon gendre à cause de son orgueil. Comment ce silence masculin, cette fierté ridicule qui empêche les hommes de montrer leur faiblesse, a transformé une petite blessure en sentence de mort. Je vais te raconter les nuits blanches passées à surveiller, les mensonges que j'ai dû garder pour protéger ma fille enceinte, et comment notre petite communauté rurale s'est mobilisée pour sauver un homme qui refusait d'être sauvé. Mais surtout, je vais te raconter une vérité que j'ai apprise après 7 décennies sur cette terre. Les personnes qui t'aiment ne veulent pas ta façade de force, elles veulent ta présence. Elles préfèrent te savoir vivant et imparfait plutôt que de te pleurer parce que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Reste avec moi, mon petit. Cette histoire, elle est pour tous ceux qui gardent leur douleur enfermée, pour ceux qui pensent qu'être fort signifie souffrir seul. Parce que si l'expérience d'une vieille aide-soignante comme moi peut sauver ne serait-ce qu'une vie, alors chaque mot de cette confession aura valu la peine d'être prononcé. Cette nuit-là restera gravée dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. C'était un mardi de novembre. Je me souviens parce que le lendemain, Sylvie devait présenter son projet pédagogique à l'école rurale Saint-Jean. Je m'étais réveillée avec la gorge sèche, ce qui m'arrive souvent maintenant que je vieillis. La maison était plongée dans ce silence particulier de la campagne, où on entend le moindre craquement du bois qui travaille, le moindre souffle du vent dans les peupliers. Mes pieds nus glissaient sur le parquet froid du couloir, et les vieilles planches de chêne gémissaient, sous mon poids, comme elles le font depuis 150 ans. C'est en passant devant la salle de bain que j'ai entendu ce murmure. D'abord, je n'ai pas compris ce que c'était. Un bruit sourd, régulier, comme une respiration difficile. Puis, la voix de Gaspard, basse et tendue, prononçant ces mots qui allaient me hanter. Aspire maintenant, pousse plus profond, il faut aller au fond. Mon sang s'est figé dans mes veines, mes mains se sont mises à trembler. J'ai posé ma paume contre le mur pour ne pas tomber, sentant le papier peint défraîchi sous mes doigts. Ce papier que Sylvie voulait changer depuis des années, mais que je refusais de toucher parce qu'Henri l'avait posé de ses propres mains. Qu'est-ce que Gaspard pouvait bien faire à cette heure-là, seul dans la salle de bain, murmurant ces phrases qui évoquaient quelque chose d'intime, de secret, de honteux? Mon esprit d'ancienne soignante essayait de trouver des explications médicales, rationnelles. Peut-être avait-il des problèmes digestifs, peut-être utilisait-il une seringue pour quelque traitement. Mais mon cœur de grand-mère, lui, pensait à l'impensable, à une autre femme, à des messages échangés tard dans la nuit, à ma Sylvie qui dormait à côté, inconsciente, confiante, aimante. J'ai reculé dans le couloir, mes pieds cherchant le chemin de ma chambre comme guidés par une mémoire musculaire. Je me suis glissé dans mon lit, mais le sommeil ne viendrait plus. Je fixais le plafond, comptant les fissures que je connaissais par cœur, écoutant les bruits de la maison. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir, les pas lourds de Gaspard dans le couloir, puis le grincement de leur lit conjugal. Le silence est revenu, mais il était différent maintenant, chargé, menaçant, plein de secrets qui pourrissaient dans l'obscurité. Le lendemain matin, je l'ai observé, vraiment observé, avec ces yeux que 40 ans de soins m'ont donnés, ces yeux qui voient ce que les autres ratent.
Gaspard était pâle, avec des cernes profonds qui creusaient son visage habituellement si plein de vie. Il bougeait avec précaution, comme si chaque geste lui coûtait un effort immense. Quand Sylvie lui a demandé s'il voulait du café, il a hoché la tête sans la regarder, et j'ai vu ses mains trembler légèrement en prenant le sucre pour Clémence. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il marchait. Un léger traînement du pied gauche, presque imperceptible, mais que mon œil exercé a capté immédiatement. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de grave. Et que ce soit une trahison ou une maladie, je savais une chose avec certitude. Gaspard cachait quelque chose qui mettait notre famille en danger. La question n'était plus de savoir si j'allais découvrir son secret, mais quand. Et surtout, si je serais assez rapide pour empêcher le désastre que je sentais approcher, comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. Gaspard Dubois était entré dans notre vie il y a 8 ans, par un après-midi d'été où Sylvie l'avait amené à la ferme pour la première fois. Je me souviens de lui debout dans notre cuisine, grand et large d'épaules, avec des mains magnifiques, des mains de créateur. Il construisait des meubles sur mesure, travaillant le chêne et le noyer comme d'autres travaillent l'argile, transformant le bois brut en pièces qui racontaient des histoires. Henri, mon défunt mari, l'avait tout de suite aimé. Ils avaient passé des heures dans l'atelier à parler de joints en queue d'aronde et de finition à l'huile de lin, et quand Henri était tombé malade, c'est Gaspard qui avait construit le lit médicalisé qui nous avait permis de le garder à la maison jusqu'à la fin. Ce garçon avait quelque chose de mon Henri. Cette même fierté silencieuse, cette même conviction que demander de l'aide était une faiblesse. Je me souviens d'Henri refusant de prendre ses médicaments pour le cœur, disant qu'il n'en avait pas besoin, qu'il se sentait bien, jusqu'à ce terrible matin où je l'avais trouvé effondré dans le jardin, la main encore crispée sur le sécateur. Les hommes de cette génération, de cette région, ils ont été élevés dans l'idée que montrer sa vulnérabilité était une honte, que pleurer était réservé aux femmes et aux enfants, que la douleur devait être endurée en silence comme une épreuve qui prouvait leur valeur. Gaspard avait toujours été un bon gendre, attentif avec Sylvie, patient avec Clémence, respectueux avec moi. Il réparait la toiture quand les tuiles s'envolaient, il coupait le bois pour l'hiver, il m'aidait à porter les courses quand mes genoux protestaient. Mais maintenant, je commençais à voir ce que j'aurais dû remarquer depuis des semaines. Les repas qu'il ne finissait pas, prétextant qu'il n'avait plus faim. Les soirées où il s'isolait dans son atelier alors que Clémence voulait jouer avec lui. La façon dont il grimaçait quand il pensait que personne ne regardait. Les nuits où je l'entendais se lever plusieurs fois pour aller à la salle de bain. 2 jours après cette nuit terrible, j'ai décidé d'agir. Sylvie était partie tôt à l'école, emmenant Clémence avec elle. Gaspard était dans son atelier, mais je savais qu'il monterait bientôt chercher un café. J'ai attendu qu'il sorte, puis je suis entrée dans la salle de bain. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. Je me sentais coupable, intrusive, mais je devais savoir. J'ai fouillé la corbeille à papier, écartant les mouchoirs usagés et les emballages vides. C'est là que je les ai trouvés. Des compresses de gaz tachées d'un liquide jaunâtre et rougeâtre, des seringues d'irrigation encore humides. Une odeur âcre et sucrée qui m'a immédiatement ramenée à mes années à l'hôpital. Cette odeur reconnaissable entre toutes de l'infection qui s'installe, de la chair qui se nécrose. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé dans mes pires cauchemars. Ce n'était pas une trahison. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Gaspard était malade, gravement malade, et il essayait de se soigner seul, dans le secret et la honte, plutôt que de demander de l'aide. Les mots que j'avais entendus cette nuit-là prenaient soudain un sens complètement différent. Aspire maintenant, pousse plus profond. Il faut aller au fond. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Il se parlait à lui-même, se donnant du courage pour nettoyer une plaie, pour enfoncer une seringue d'irrigation dans une blessure infectée. Seul, dans le noir, terrifié de réveiller Sylvie, terrifié qu'elle découvre sa faiblesse. Mon Dieu, mon pauvre garçon, mon pauvre et stupide garçon qui préférait souffrir en silence plutôt que d'avouer qu'il avait besoin d'aide. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. J'ai rapidement remis les déchets en place et je suis sortie de la salle de bain, croisant Gaspard dans le couloir. Nos regards se sont accrochés une seconde. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. De la peur, de la honte, et surtout une supplication silencieuse. Il savait que je savais, et il me demandait, sans un mot, de ne rien dire, de le laisser gérer ça seul, de préserver son secret et sa fierté. Mais ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que parfois,
L'amour signifie briser les promesses silencieuses pour sauver ceux qu'on aime. Cette découverte a tout changé. Je ne pouvais plus regarder Gaspard de la même façon. Chaque fois qu'il grimaçait, chaque fois qu'il traînait légèrement le pied, chaque fois qu'il refusait un deuxième plat, je voyais la blessure cachée, l'infection qui se propageait, le danger qui grandissait. Mais je ne pouvais pas simplement aller voir Sylvie et lui dire ce que j'avais découvert. Pas encore. Pas sans comprendre d'abord l'ampleur du problème. Pas sans savoir pourquoi Gaspard cachait ça avec une telle détermination. J'ai commencé à l'observer encore plus attentivement, notant mentalement chaque détail, comme je le faisais autrefois avec mes patients à l'hôpital. Son teint devenait de plus en plus cireux. Il transpirait abondamment, même par les matinées fraîches de novembre. Il buvait des quantités énormes d'eau, vidant verre après verre avec une soif qui ne semblait jamais étanchée. Mes années d'expérience me criaient une vérité que je ne voulais pas accepter. Diabète, probablement non diagnostiqué ou mal contrôlé. Et une plaie diabétique au pied, si c'était bien ça, pouvait être mortelle si elle n'était pas traitée correctement. Un après-midi, pendant que Sylvie corrigeait ses copies dans le salon et que Clémence jouait dans sa chambre, j'ai trouvé Gaspard dans son atelier. Il était assis sur son établi, la tête entre les mains, et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Pas des sanglots bruyants, non, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creusées, des larmes d'homme épuisé qui ne peut plus tenir la façade. Je me suis approchée doucement, comme on approche un animal blessé, et j'ai posé ma main sur son épaule. Il a sursauté, essuyant rapidement ses larmes, essayant de retrouver son masque de force. Mais je n'ai pas bougé. Je lui ai dit, tout bas, que je savais, que j'avais trouvé les compresses, les seringues, que je comprenais. Son visage s'est décomposé. Il a fermé les yeux, et pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, d'une voix brisée que je ne lui connaissais pas, il a commencé à parler. Il m'a raconté comment tout avait commencé 6 mois plus tôt, avec une petite ampoule au pied. Rien de grave, juste une chaussure neuve mal ajustée. Comment il avait ignoré la douleur, pensant que ça passerait tout seul. Mais ça n'était pas passé. L'ampoule s'était transformée en plaie ouverte. La plaie s'était infectée. Et au lieu d'aller voir un médecin, il avait acheté des antibiotiques en vente libre à la pharmacie, essayant de se soigner lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus d'assurance maladie complémentaire. Il avait dû la résilier l'année dernière quand le travail s'était raréfié, quand les commandes avaient chuté. Il ne pouvait plus se permettre les cotisations mensuelles, alors il avait pris le risque de s'en passer, se disant qu'il était jeune et en bonne santé, que rien ne lui arriverait. Mais quelque chose lui était arrivé. Ce n'était pas seulement la plaie. C'était le diabète qui s'était développé sans qu'il le sache, probablement héréditaire, aggravé par le stress et les mauvaises habitudes alimentaires des derniers mois. Les antibiotiques de pharmacie n'avaient rien fait contre l'infection profonde. Et maintenant, après 6 mois de soins inadéquats, la plaie était devenue quelque chose de monstrueux. Il me l'a montré, retirant sa chaussette avec précaution. Ce que j'ai vu m'a fait retenir un cri. Une ulcération profonde sur la plante du pied, rouge et noire sur les bords, suintant ce liquide épais et malodorant que je connaissais trop bien. Une ulcère diabétique avancée, avec probablement une nécrose des tissus profonds. Il m'a supplié de ne rien dire à Sylvie. Il m'a dit qu'il allait trouver une solution, qu'il allait régler ça, qu'il ne voulait pas l'inquiéter. Elle avait assez de soucis avec l'école, avec Clémence, avec la maison. Il ne voulait pas être un fardeau de plus. Je l'ai regardé dans les yeux, cet homme fier et têtu qui préférait mourir plutôt que d'admettre sa vulnérabilité, et j'ai compris que je devais prendre une décision. Soit je respectais sa volonté et je le regardais se détruire lentement, soit je trahissais sa confiance et je sauvais sa vie. Mais avant de pouvoir décider, j'avais besoin de savoir une chose. Je lui ai demandé depuis combien de temps il n'avait pas été voir un médecin. Sa réponse m'a glacé le sang. 2 ans. 2 années complètes sans suivi médical, sans contrôle de glycémie, sans rien. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongée dans mon lit, écoutant les bruits de la maison, sachant qu'à quelques mètres de moi, un homme était en train de mourir lentement, empoisonné par son propre orgueil. Et je savais aussi que je ne pourrais pas garder ce secret très longtemps, parce que Sylvie n'était pas stupide. Elle voyait les changements chez son mari, elle sentait la distance qui s'installait. Et bientôt, très bientôt, elle allait me demander ce qui se passait. Et là, il faudrait que je choisisse entre protéger le secret de Gaspard et protéger ma fille, entre l'honneur d'un homme et la survie d'une famille. Les jours suivants ont été une torture. Je voyais Sylvie se fermer progressivement, ses sourires devenir plus rares,
ses yeux s'assombrirent d'inquiétude. Elle sentait que quelque chose n'allait pas dans son couple, mais elle ne savait pas quoi. Gaspard était de plus en plus distant, évitant ses caresses, se détournant quand elle essayait de l'embrasser, prétextant la fatigue ou le travail. Je voyais ma fille se flétrir jour après jour, se demandant si son mari l'aimait encore, si elle avait fait quelque chose de mal, si leur mariage était en train de se désintégrer. Un soir, après que Clémence soit couchée et que Gaspard se soit retiré dans son atelier, Sylvie est venue dans ma chambre. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, comme elle le faisait enfant quand quelque chose la troublait, et elle a commencé à pleurer. Elle m'a confié que Gaspard ne la touchait plus, qu'il sursautait quand elle posait sa main sur lui, qu'il dormait le plus loin possible d'elle dans le lit. Elle m'a demandé si je pensais qu'il avait une aventure, si c'était pour ça qu'il se levait la nuit, si c'était pour ça qu'il était si distant. Mon cœur se déchirait. Je voulais tout lui dire, mais j'avais promis à Gaspard de lui laisser du temps pour trouver une solution. Mais alors Sylvie m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle a posé sa main sur son ventre et avec des larmes dans les yeux, elle m'a murmuré qu'elle était enceinte, qu'elle l'avait découvert la semaine dernière, qu'elle voulait l'annoncer à Gaspard, mais qu'elle avait peur de sa réaction, peur qu'il ne veuille plus de ce bébé, peur que ce soit la fin de leur couple. Mon Dieu. Ma petite Sylvie portait un enfant, mon futur petit-fils ou ma future petite-fille, et elle vivait dans la terreur et l'incertitude parce que son mari était trop fier pour admettre qu'il était malade. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus garder ce secret, mais je devais être stratégique. Si je disais tout à Sylvie maintenant, dans son état de fragilité et de grossesse précoce, elle pourrait paniquer, confronter Gaspard de manière explosive, et ça pourrait le pousser à fuir ou à faire quelque chose de stupide. Non, je devais d'abord convaincre Gaspard lui-même d'aller voir un médecin, de se faire soigner, et seulement après, quand il serait en sécurité, on pourrait tout expliquer à Sylvie. Le lendemain matin, j'ai attendu que Sylvie parte à l'école, puis je suis descendue dans l'atelier. Gaspard travaillait sur une commode, mais je voyais qu'il avait du mal à rester debout, s'appuyant lourdement sur l'établi. Je ne lui ai pas laissé le temps de protester. Je lui ai dit que Sylvie était enceinte, que ma fille portait son enfant et qu'elle avait peur que leur mariage soit fini. Je lui ai demandé s'il voulait que son fils ou sa fille grandisse sans père, parce qu'il était trop orgueilleux pour aller à l'hôpital. Je lui ai demandé s'il voulait que le dernier souvenir de Sylvie soit celui d'un homme qui l'avait abandonnée émotionnellement au moment où elle avait le plus besoin de lui. J'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. La réalité l'a frappé de plein fouet. Un bébé, un nouvel Henri-Paul, comme il rêvait de l'appeler en hommage à mon défunt mari. Et lui, le futur père, était en train de se laisser mourir dans le silence. Il s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains, et il a enfin accepté. Il irait à l'hôpital. Il se ferait soigner. Mais pas tout de suite. Dans 2 semaines, quand il aurait fini la commande en cours, quand il aurait l'argent pour payer les frais médicaux minimum. 2 semaines, 14 jours qui me semblaient une éternité. J'ai accepté ce compromis, même si chaque fibre de mon être me criait que c'était dangereux, que c'était trop long. Mais je connaissais les hommes comme Gaspard. Si je le poussais trop fort, il se braquerait et ne ferait rien du tout. Alors j'ai négocié. 2 semaines, mais à condition qu'il me laisse nettoyer et panser sa plaie correctement chaque jour, avec du matériel que j'irais acheter discrètement à la pharmacie de Najac. Il a accepté, et nous avons scellé ce pacte fragile dans le secret de l'atelier, pendant que le bois de chêne sentait bon et que les outils accrochés au mur témoignaient silencieusement de notre conversation. Mais la vie, cette garce imprévisible, n'allait pas nous donner 2 semaines. 3 jours plus tard, un jeudi matin, pendant que Sylvie parlait avec enthousiasme de ses plans pour aménager la future chambre du bébé, Gaspard s'est levé de table pour aller chercher le lait. Il a fait 2 pas, et soudain, ses jambes ont cédé sous lui. Il s'est effondré sur le carrelage de la cuisine comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le bruit sourd de son corps heurtant le sol résonne encore dans mes oreilles. Sylvie a hurlé. Clémence s'est mise à pleurer. Et moi, avec mes vieilles mains tremblantes, j'ai posé ma paume sur le front de Gaspard et j'ai senti la fièvre brûlante qui ravageait son corps. Le temps des secrets était terminé. La bataille pour sa vie venait de commencer. L'ambulance a mis 23 minutes pour arriver à la ferme. 23 minutes pendant lesquelles j'ai tenu la main de Gaspard, surveillant son pouls rapide et faible, voyant ses lèvres prendre cette teinte grisâtre que je connaissais trop bien. Sylvie était en état de choc, incapable de comprendre ce qui se passait, me bombardant de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre sans trahir le secret de Gaspard.
Mais quand les ambulanciers sont arrivés et qu'ils ont commencé leur examen, j'ai dû parler. Je leur ai dit qu'il avait une ulcère diabétique au pied gauche, que l'infection était là depuis au moins 6 mois, qu'il n'avait pas vu de médecin depuis 2 ans. J'ai vu le regard du plus âgé des ambulanciers s'assombrir, ce regard professionnel qui signifie que la situation est grave. Sylvie m'a fixé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de choc, de trahison et de terreur absolue. Elle m'a demandé comment je savais tout ça, pourquoi je ne lui avais rien dit. Mais il n'y avait pas de temps pour les explications. Les ambulanciers chargeaient déjà Gaspard sur la civière, installant une perfusion, prenant ses constantes vitales avec une urgence qui confirmait mes pires craintes. Le trajet jusqu'à l'hôpital communal de Figeac a été le plus long de ma vie. Sylvie conduisait notre vieille Peugeot comme une automate, les yeux rouges, le visage fermé. J'avais appelé ma voisine, Madame Bertin, pour qu'elle garde Clémence, lui expliquant rapidement que Gaspard avait eu un malaise. Dans le silence tendu de la voiture, j'ai essayé d'expliquer à Sylvie ce que j'avais découvert, pourquoi j'avais gardé le secret, comment Gaspard m'avait supplié de lui laisser du temps. Elle ne disait rien, mais je voyais ses mains serrer le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Aux urgences, le docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes qui glissaient constamment sur son nez, nous a fait entrer dans une petite salle de consultation. Il nous a expliqué que Gaspard était en septicémie, un empoisonnement du sang causé par l'infection non traitée. Son taux de glycémie était dangereusement élevé, confirmant un diabète de type 2 sévère et non contrôlé. La plaie au pied était nécrosée sur plusieurs centimètres de profondeur, atteignant probablement l'os. Le mot terrible est tombé comme une sentence, amputation. Si l'infection avait atteint l'os, si les antibiotiques intraveineux massifs ne suffisaient pas à stopper la propagation, il devrait amputer le pied, peut-être même une partie de la jambe. Sylvie s'est effondrée. Elle est tombée à genoux sur le sol froid de l'hôpital, hurlant, pleurant, frappant le carrelage de ses poings. Une infirmière est venue lui administrer un calmant léger, compatible avec sa grossesse, dont elle avait immédiatement informé le personnel médical. On nous a installés dans une petite salle d'attente qui sentait le désinfectant et le café réchauffé. Les heures se sont écoulées dans un brouillard d'angoisse. Des médecins entraient et sortaient, apportant des nouvelles par fragments. Gaspard était sous antibiotiques puissants. On avait débridé la plaie en urgence, retirant les tissus morts. On surveillait l'infection heure par heure. Les prochaines 48 heures seraient décisives. C'est dans cette salle d'attente, sous les néons impitoyables, que Sylvie m'a enfin parlé. Elle m'a demandé pourquoi Gaspard avait caché ça, pourquoi il n'avait rien dit, pourquoi il préférait mourir plutôt que de demander de l'aide. Et j'ai dû lui expliquer quelque chose que j'aurais voulu ne jamais avoir à dire, que Gaspard n'avait plus d'assurance complémentaire depuis 1 an, que le travail se faisait rare, que les commandes avaient chuté avec la crise économique qui frappait notre région, qu'il avait honte de ne plus pouvoir subvenir correctement aux besoins de sa famille, honte de ne plus être le pilier fort qu'il croyait devoir être. Sylvie a alors révélé quelque chose que je ne savais pas. Depuis 6 mois, ils avaient un crédit en retard pour la camionnette de Gaspard. La banque menaçait de saisir le véhicule, ce qui aurait signifié la fin de son activité puisqu'il en avait besoin pour transporter ses meubles et ses matériaux. Gaspard avait jonglé avec les factures, payant l'essentiel, repoussant le reste, s'enfonçant dans un stress constant qui avait probablement aggravé son diabète. Il avait caché tout ça à Sylvie, qui gagnait un modeste salaire d'institutrice, ne voulant pas qu'elle s'inquiète, ne voulant pas paraître faible. Et maintenant, non seulement il faisait face à une urgence médicale vitale, mais aussi à des frais d'hospitalisation qui allaient les ruiner. Sans assurance complémentaire, même avec la sécurité sociale de base, les coûts des soins intensifs, des antibiotiques spécialisés, d'une éventuelle chirurgie complexe, tout ça dépassait largement leurs moyens. On était en train de sauver la vie de Gaspard, mais on risquait de détruire financièrement la famille dans le processus. La 2e nuit à l'hôpital a été la plus longue. Sylvie refusait de rentrer à la maison, restant dans la salle d'attente malgré sa grossesse et son épuisement. J'ai fini par la convaincre d'aller dormir quelques heures sur le canapé inconfortable du salon des familles, pendant que je montais la garde devant la chambre de soins intensifs, où Gaspard luttait entre la vie et la mort. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais voir son corps branché à une dizaine de machines, son visage cireux à la lumière des moniteurs, sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait au rythme du respirateur d'assistance. Vers 4 heures du matin, une infirmière est sortie pour me parler. Elle m'a reconnue, ayant travaillé avec moi pendant mes dernières années avant la retraite. Elle m'a dit
en confidence, que le cas de Gaspard était l'un des pires qu'elle avait vus. L'infection avait atteint l'os du pied, confirmé par les imageries. Le docteur Moreau hésitait encore sur l'amputation, voulant donner une dernière chance aux antibiotiques de dernière génération qu'on avait commencé à administrer. Mais elle me regardait avec ses yeux qui en disaient long. Les chances de sauver le pied étaient minimes. La priorité était de sauver la jambe. Et si l'infection continuait à se propager malgré tout, on parlerait de sauver la vie, point final. J'ai pleuré dans ce couloir désert, laissant sortir toute l'angoisse, la colère et la frustration que j'avais accumulées. Colère contre Gaspard et son orgueil stupide. Colère contre une société qui laisse des hommes choisir entre se soigner et nourrir leur famille. Colère contre moi-même aussi, pour avoir respecté son secret si longtemps, pour n'avoir pas forcé les choses plus tôt. Peut-être que si j'avais trahi sa confiance dès le premier jour, nous n'en serions pas là. Peut-être qu'il aurait encore son pied. Peut-être qu'il ne serait pas entre la vie et la mort. Quand Sylvie s'est réveillée, vers 7 heures, je lui ai tout dit. Les détails médicaux, les probabilités, les options. Elle méritait de savoir la vérité complète, aussi terrible soit-elle. Elle a écouté en silence, ses mains posées sur son ventre, protégeant instinctivement le petit être qui grandissait là. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a surprise, que même si Gaspard perdait son pied, même si sa jambe, même s'il ne pouvait plus jamais travailler comme avant, elle resterait à ses côtés. Parce qu'elle ne l'avait pas épousé pour ses 2 pieds ou sa capacité à construire des meubles. Elle l'avait épousé parce qu'elle l'aimait, dans la santé comme dans la maladie, comme il l'avait promis devant Dieu et la commune de Saint-Cirque-la-Popie. Mais l'amour ne suffit pas à payer les factures médicales. Le service administratif de l'hôpital nous a convoqués dans l'après-midi. Une dame au regard compatissant mais professionnel nous a présenté le devis estimatif des soins. Même avec la prise en charge de la sécurité sociale, le reste à charge dépassait les 15 000 €, peut-être plus si une amputation et une rééducation longue étaient nécessaires. 15 000 € que nous n'avions pas. Sylvie gagnait 1 800 € par mois. Nos économies s'élevaient à peine à 3 000 €. On nous a parlé de prêts médicaux, d'échéanciers de paiement, de possibilités d'aide sociale. Mais les procédures prenèrent du temps, et le temps, justement, nous ne l'avions pas. C'est en sortant de ce bureau glacial que quelque chose d'inattendu s'est produit. Dans le hall de l'hôpital, nous avons croisé Madame Blanchard, la propriétaire de la pharmacie de Najac. Elle connaissait Gaspard, lui ayant vendu discrètement ses antibiotiques insuffisants qui n'avaient fait que retarder l'inévitable. Quand elle a appris sa situation, son visage s'est décomposé. Elle s'est sentie coupable, me confiant qu'elle aurait dû insister pour qu'il voie un médecin, qu'elle aurait dû refuser de lui vendre ses médicaments sans ordonnance. Elle nous a demandé la permission de faire quelque chose qui allait révéler un aspect de notre petite communauté rurale que j'avais presque oublié dans mes années de solitude après la mort d'Henri. Le lendemain, en arrivant à l'hôpital, nous avons trouvé le couloir devant la chambre de Gaspard rempli de gens. Des voisins, des clients pour qui il avait construit des meubles, des parents d'élèves de Sylvie, le maire de Saint-Cirque-la-Popie, le curé de la paroisse. Madame Blanchard avait passé la journée précédente à faire le tour du village et des communes voisines, racontant l'histoire de Gaspard, expliquant sa situation financière, organisant une collecte. Les gens avaient donné ce qu'ils pouvaient, 20 €, 50 €, 100 €. Certains avaient apporté des chèques, d'autres des espèces dans des enveloppes soigneusement préparées. La mairie avait ouvert un fonds d'urgence pour les familles en difficulté, quelque chose qui existait sur le papier mais n'avait jamais été utilisé. Je regardais ces visages, certains que je connaissais depuis 50 ans, d'autres que je voyais à peine au marché, tous unis dans cette solidarité simple et profonde qui caractérise nos villages, cette conviction que quand l'un d'entre nous tombe, on le relève ensemble. Sylvie pleurait, incapable de prononcer un mot, serrant les mains qu'on lui tendait. Moi, vieille Apolline, endurcie par des décennies de vie et de mort, je me suis surprise à croire de nouveau en quelque chose, en la bonté humaine, en la communauté, en l'idée que peut-être, juste peut-être, nous n'étions pas seuls dans cette épreuve. Le 3e jour a apporté des nouvelles qui oscillaient entre l'espoir fragile et le désespoir absolu. Les antibiotiques de dernière génération semblaient enfin faire effet. La fièvre de Gaspard avait baissé, passant de 40 degrés à 38,5. Les analyses sanguines montraient une diminution des marqueurs d'infection. Mais l'examen du pied révélait que les dégâts étaient encore plus importants qu'initialement estimés.
Le docteur Moreau nous a convoqués dans son bureau, ce petit espace encombré de dossiers et de photos de famille, pour nous expliquer la situation avec une franchise brutale que j'ai appréciée, malgré la douleur qu'elle causait. L'infection avait créé des abcès profonds dans plusieurs compartiments du pied. L'os du métatarse était nécrosé sur presque toute sa longueur. Même si on parvenait à éradiquer l'infection bactérienne, le pied ne pourrait plus jamais supporter le poids du corps. Gaspard ne marcherait plus normalement. Les options étaient limitées et toutes terribles à leur manière. Option 1, amputation transmétatarsienne, retirant l'avant du pied, mais conservant le talon, permettant éventuellement de marcher avec une prothèse spécialisée après des mois de rééducation. Option 2, amputation sous le genou, plus radicale, mais offrant de meilleures chances de rééducation fonctionnelle. Option 3, tentative de sauvetage du pied avec chirurgie reconstructive multiple, débridement répété, greffe osseuse, mais avec un taux d'échec élevé et des risques de récidive infectieuse qui pourraient être fatales. Sylvie a demandé ce que Gaspard voulait, lui. Le docteur Moreau a soupiré, retirant ses lunettes pour les nettoyer machinalement. Gaspard, maintenant conscient et informé de sa situation, refusait catégoriquement toute amputation. Il voulait la troisième option, quelles que soient les chances de succès. Il disait qu'il préférait mourir avec ses 2 pieds plutôt que de vivre amputé, qu'il ne pourrait plus travailler de toute façon, qu'il ne voulait pas être un fardeau pour sa famille. Cet orgueil maudit, cette fierté masculine toxique qui l'avait mis dans cette situation en premier lieu, continuait à le ronger même face à la mort. Sylvie a demandé à voir son mari. On nous a laissé entrer dans la chambre de soins intensifs, après nous avoir fait enfiler des blouses stériles et nous être lavé les mains avec une solution antiseptique qui sentait l'alcool et le malheur. Gaspard était réveillé, branché à moins de machines maintenant, mais son visage portait les stigmates de l'homme qui a regardé la mort dans les yeux. Quand il a vu Sylvie, quelque chose en lui s'est brisé. Il a commencé à pleurer, lui demandant pardon, lui disant qu'il avait tout gâché, qu'elle méritait mieux qu'un mari infirme qui ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Sylvie s'est assise au bord du lit et elle a pris son visage entre ses mains. Elle lui a dit qu'elle portait son enfant, leur enfant, un petit garçon ou une petite fille qui aurait besoin de son père, vivant, peu importe avec combien de pieds, avec combien de jambes, avec combien de cicatrices. Elle lui a dit que l'orgueil était en train de le tuer et qu'elle refusait de laisser l'orgueil voler à leur enfant son père avant même sa naissance. Elle lui a dit qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, mais un acte de courage, que vivre avec un handicap demandait plus de force que mourir par fierté. Et elle lui a demandé, les larmes coulant sur ses joues, de choisir la vie, de choisir de se battre, de choisir d'être là pour elle, pour leur enfant, pour nous tous qui l'aimions. J'ai vu Gaspard se transformer sous mes yeux. Les murs qu'il avait construits autour de lui, ces barrières de fierté et de fausse force, se sont fissurés puis effondrés. Il a accepté l'amputation transmétatarsienne, celle qui offrait le meilleur compromis entre fonctionnalité future et chance de succès immédiat. La chirurgie était programmée pour le lendemain matin. On avait une nuit pour faire nos prières, pour espérer que les choses se passeraient bien, pour se préparer à un avenir qui serait différent de celui qu'on avait imaginé, mais qui serait au moins un avenir, pas une tombe et des regrets. Cette nuit-là, j'ai repensé à Henri, à toutes les fois où il avait refusé mon aide, où il avait caché sa douleur, où il avait fait semblant d'aller bien alors qu'il se mourait de l'intérieur. J'avais échoué à sauver mon mari de son orgueil. Mais peut-être, juste peut-être, j'avais réussi à sauver mon gendre. Peut-être que cette terrible épreuve avait au moins servi à briser ce cycle de silence masculin qui tuait nos hommes à petit feu. Et tandis que je regardais les étoiles par la fenêtre de la salle d'attente, je me suis fait une promesse. Si Gaspard s'en sortait, je raconterais cette histoire. Je la raconterais à tous ceux qui voudraient de l'entendre, pour que d'autres hommes, d'autres familles, n'aient pas à passer par ce calvaire, pour que la honte soit enfin du côté de l'orgueil qui tue, pas du côté de la vulnérabilité qui sauve. Le jour de la chirurgie s'est levé sous un ciel gris de novembre, avec ce froid humide qui s'infiltre dans les os et qui me rappelait pourquoi j'avais toujours détesté cette saison. Nous étions arrivés à l'hôpital à 6 heures du matin, avant même que le soleil ne se décide à pointer son nez pâle au-dessus des collines. Gaspard devait entrer au bloc à 8 heures. L'équipe chirurgicale nous avait expliqué la procédure. Amputation de l'avant-pied, nettoyage complet de tous les tissus infectés, reconstruction du moignon pour permettre l'appareillage futur. 4 à 5 heures de chirurgie,
puis réveil en salle de surveillance, puis retour en chambre si tout se passait bien. Mais voilà, rien dans cette histoire ne s'était jamais passé bien, alors pourquoi ça commencerait maintenant? À 7h30, alors que les infirmières préparaient Gaspard pour le bloc, le docteur Moreau est arrivé en courant, le visage tendu d'une urgence que j'ai tout de suite reconnue. Les dernières analyses sanguines du matin montraient une remontée subite des marqueurs inflammatoires. Quelque chose n'allait pas. L'infection, qu'on croyait en train de reculer, avait trouvé un second souffle, se propageant malgré les antibiotiques massifs. Le choix devenait binaire et cruel. Soit on amputait immédiatement, plus haut que prévu, sous le genou pour être sûr d'être au-delà de la zone infectée, soit on tentait de repousser la chirurgie de quelques jours pour essayer un nouveau protocole antibiotique encore plus agressif, avec le risque que l'infection devienne incontrôlable et transforme cette amputation partielle en amputation totale de la jambe, voire en septicémie généralisée fatale. Gaspard devait décider, maintenant, dans les 30 minutes suivantes, perdre sa jambe sous le genou aujourd'hui, avec de bonnes chances de survie et de récupération fonctionnelle correcte, ou tenter de sauver plus de sa jambe, avec le risque réel de tout perdre, y compris sa vie. J'ai vu mon gendre, ce colosse qui construisait des armoires en chêne massif comme si c'était du papier, se recroqueviller dans son lit d'hôpital, terrorisé par un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. Sylvie serrait sa main si fort que ses jointures étaient blanches, incapable de parler, incapable de respirer presque. C'est à ce moment-là que Clémence est arrivée. Madame Bertin l'avait amenée, pensant que voir son papa avant l'opération lui ferait du bien. Cette petite fille de 9 ans, avec ses nattes blondes et son uniforme d'école, est entrée dans la chambre tenant dans ses mains son petit ordinateur portable de l'école. Elle était allée sur Internet, nous a-t-elle expliqué avec ce sérieux intense des enfants qui veulent t'aider, et elle avait fait des recherches sur les amputations et les prothèses. Elle nous a montré des vidéos d'hommes et de femmes amputés qui couraient des marathons, qui dansaient, qui menèrent des vies normales. Elle avait même trouvé un menuisier en Bretagne qui avait perdu sa jambe dans un accident et qui continuait à travailler le bois avec une prothèse spécialisée. Clémence s'est approchée du lit de son père et elle lui a dit, avec cette sagesse déconcertante que les enfants ont parfois, qu'elle se fichait qu'il ait une jambe ou 2 jambes ou même pas de jambes du tout, qu'elle voulait juste qu'il soit là pour son anniversaire le mois prochain, pour Noël, pour lui apprendre à construire des nichoirs au printemps comme il avait promis. Qu'une jambe, on pouvait la remplacer avec du métal et du plastique, mais qu'un papa, on ne pouvait pas le remplacer du tout. Et si quelqu'un se moquait d'elle à l'école parce que son papa avait une prothèse, elle lui donnerait un coup de poing dans le nez, même si ça voulait dire aller chez la directrice. Je crois que c'est à ce moment-là que Gaspard a vraiment compris, que tout l'orgueil du monde ne valait rien comparé à ce qu'il avait. Une fille qui l'aimait inconditionnellement. Une femme qui portait son enfant et qui était prête à se battre à ses côtés. Une communauté qui avait donné de son argent durement gagné pour le sauver. Et moi, sa belle-mère têtue qui refusait de le laisser mourir par fierté. Il a regardé le docteur Moreau et il a dit, d'une voix brisée mais ferme, de faire l'amputation sous le genou, tout de suite, avant qu'il ne change d'avis, avant que son orgueil ne reprenne le dessus. Il voulait vivre, il choisissait de vivre. Les choses sont allées très vite après ça. Les infirmières n'ont emmené Gaspard, Sylvie a pu l'accompagner jusqu'aux portes du bloc opératoire, et puis il a disparu derrière ces portes battantes qui séparent le monde des bien portants de celui des malades, le monde de l'espoir de celui de l'incertitude absolue. On s'est installé dans la salle d'attente, Sylvie, Clémence et moi, rejointes bientôt par Madame Bertin, puis par Madame Blanchard de la pharmacie, puis par d'autres voisins qui avaient appris et qui voulaient juste être là, témoigner leur soutien par leur présence silencieuse. Pendant ces heures d'attente, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Depuis cette nuit terrible où j'avais entendu les